Bonjour à tous, en ce dimanche matin, le dernier jour du Festival du Livre de Marseille, le 3e. Et on commence très très bien ce matin avec Franz-Olivier Gisbert, qui sera interviewé par Elsa Charbitte. Vous avez l'habitude, je pense, de faire des interviews tous les deux. Le plus marseillais des Parisiens. Écoutez, merci d'être avec nous. Nous avons passé déjà 2 jours superbes. Inutile de vous présenter. Et merci à la Provence que vous représentez, qui est notre partenaire du festival. Bonne rencontre. Et puis, je te laisse le soin d'interviewer Franz. Merci François. À plus tard. Merci. Donc nous recevons Franz-Olivier Gisbert pour son dernier livre qui s'intitule Dernier été, qui est paru aux éditions Gallimard. Franz, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Bonjour. Vous nous offrez cette fois-ci un roman d'anticipation, alors que très souvent avec vous, on a voyagé à travers l'histoire. Nous sommes en 2030. Diane est votre héroïne, elle vit à Marseille et elle va rencontrer au Cercle des Nageurs, un célèbre lieu balnéaire de notre ville, un grand écrivain désabusé, en fin de vie, et elle va partager son dernier été. Ensemble, ils vont écrire ce dernier livre que nous tenons en main. On va évoquer bien sûr les personnages, mais Franz, je voudrais qu'on parle du cadre, parce que Marseille et le Cercle des Nageurs, vous avez pour cette ville et ce lieu les yeux de l'amour tout en restant lucide. Vous défendez Marseille, ça c'est sûr. Est-ce qu'il a encore besoin de le faire ? Oui, parce que Marseille est très attaquée, tout le temps, en permanence. Et Marseille est très attaquée par Paris. Pour une raison très simple, ce sont 2 villes qui, historiquement, ne se sont jamais entendues. Il ne faut pas faire semblant de découvrir la Lune. Ça commence déjà... Bon, il y a la belle histoire de Louis XIV, là, qui fait installer 2 forts, Saint-Nicolas et Saint-Jean, avec les canons qui sont pointés sur la ville, et non pas sur la mer, sur la ville. Donc, voilà. Et puis, il y a toujours eu ça. C'est une ville rebelle, et c'est une ville qui n'aime pas Paris, parce que je crois qu'elle se sent un peu capitale, et elle aimerait bien être la capitale. Et surtout, il y a de la part de Paris, parce que c'est ça qui est très frappant quand on fait comme moi de temps en temps, quand on remonte de temps en temps à Paris, puis ça fait quand même une vingtaine d'années que je fais ça, il y a un mépris, un mépris, mais absolument dingue, de Paris pour Marseille, mais tout le temps. Tout le temps. Et ça, on l'entend à longueur de colonne, on l'entend à longueur d'onde, et puis on le lit à longueur de colonne. Voilà, Marseille est une ville épouvantable, avec un nombre de meurtres considérables tous les jours. Et je vais vous dire, des gens tout à fait bien normaux. Quand j'ai commencé à vivre à Marseille il y a très longtemps, je me disais, mais comment tu fais ? Comment tu fais ? Mais c'est possible. Est-ce qu'on peut vivre à Marseille sans être armé ? Voilà. Donc, et c'est étonnant de voir que ça ne cesse pas. C'est incompréhensible, mais c'est comme ça. Et je pense qu'il y a sans doute à Paris une forme je ne veux pas dire de jalousie, mais enfin cette aigreur, elle a des raisons. Elle a des raisons. C'est vrai que quand on va à Paris, qui est une ville magnifique, c'est magnifique. On va à Paris. Bon, c'est une ville quand même où on voit, comme toutes les grandes capitales, les grandes villes avec beaucoup de travail. Je pense à New York, par exemple. Il y a une agressivité de la population. À tout moment, dans le métro, partout. Et c'est vrai que quand ils viennent à Marseille, il n'y a pas cette agressivité. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'incivilité à Marseille. Je suis pas en train de vous dire que c'est le paradis. Il y a énormément d'incivilité, j'ai presque envie de dire. Il n'y a que ça. Mais il n'y a pas cette espèce d'aigreur. Alors, vous me direz, comme disait Charles Aznavour, la misère est moins pénible au soleil. Mais c'est vrai que le soleil rajoute peut-être quelque chose. Absolument. Mais enfin, quand même, il y a une mentalité qui est différente. Ce n'est pas la même mentalité. Je partage tout à fait votre avis, surtout en tant que Marseillaise, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, on va parler de ce roman d'anticipation. Bah oui, évidemment. On va parler de votre roman d'anticipation. Vous poussez à l'extrême, en fait, dans ce livre. On est dans 10 ans, tout simplement, si on part d'aujourd'hui. Et vous poussez à l'extrême tous les maux de notre société. Et on se retrouve dans une société complètement décadente. C'était quoi le but de ce livre, Franz-Olivier Gisbert ? C'était de pousser vos lecteurs à réagir, à agir, ou du moins quand même à ouvrir les yeux sur les maux de notre époque ? Je pense pas que je suis mis sur la table de travail en me disant voilà ce que je vais dire, parce que c'est pas comme ça que je fonctionne. D'abord, moi, je travaille avec des personnages. C'est-à-dire, il y a un personnage. Ce personnage d'Antoine Bradsock... Il vous ressemble, hein ? Il vous ressemble, ce personnage, oui, Franz. Il me ressemble, enfin pas non plus tout à fait, mais un peu, c'est un peu exagéré. Bon, je refais un peu le coup que j'avais fait avec Dernier Amour, parce que c'est le même personnage, un peu plus tard, qui est un personnage un peu, comment dire, un peu lâche,
Je crois pas que ce soit ma caractéristique principale. Enfin, Non. j'ai jamais entendu dire ça. Non, mais il vous ressemble non, parce que mais c'est un Arnaud, j'ai des écrivain. défauts. C'est un écrivain parce qu'il aime Marseille, parce que voilà, il y a des. Voilà, vous avez raison. Non, mais attendez, c'est sûr, c'est mon double, mais un double un petit peu comique, un petit peu comment dire, avec des traits un peu exagérés. C'est pas tout à fait moi, mais c'est pas mal moi aussi. Bon. Et puis bon, je partais de là, et puis j'ai commencé à écrire quelques pages, et puis non, je me suis dit non, j'ai pas envie de me mettre dans la peau de moi-même, enfin de ce double justement de Bradsock. Je vais trouver une fille, voilà, et j'ai pris Diane. Et qui est de sang mêlé, comme on dit. Hein, il y a des sangs de toutes sortes en elle. Et c'est elle, la narratrice, elle est beaucoup plus jeune que lui. Qu'Antoine Bradsock, qui a quand même les 80 personnes. Elle est jeune et elle sort d'un divorce. Enfin, elle a une fille, elle aime la vie, elle a beaucoup d'humour, de recul. Et donc, finalement, c'est elle qui va être la narratrice. C'est elle qui... C'est vrai qu'il y a... Le point de départ, c'est un ras-le-bol. Ras-le-bol de l'époque. Ça. Donc c'est quand même, c'était ça quand même aussi. Oui, mais c'est très court ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait pas un roman, évidemment. Le roman, il existe à travers les personnages et après il arrive des choses aux personnages. Alors moi, je m'assois à la table de travail et puis voilà, j'essaye d'avoir ces personnages en moi et puis c'est eux qui vont raconter une histoire. Une histoire qui se déroule dans une époque qui, comment dire... oui, qui ressemble un peu à la nôtre, évidemment en plus exagéré, parce que là on voit très bien tout ce qui nous arrive, l'américanisation des esprits à travers le politiquement correct, toutes les règles, violence, le racisme. Et on y va, ça. On y va de plus en plus. La violence, d'ailleurs, je vais vous dire, moi je suis rattrapé par la réalité. J'ai l'impression souvent que quand je vois certaines polémiques récentes, tout ce livre est écrit bien avant, l'affaire Polanski, tout ce genre de choses, tout ça est écrit bien avant. Et donc, l'histoire du livre interdit de Woody Allen, etc. On va vers ce type de société avec une sorte de délire permanent, de communautarisme, et je dirais presque de communautarisation de la société, où elle est en train de s'éparpiller façon puzzle, avec des communautés qui se détestent. Ça, bon, ça dépasse la fiction quand on voit, par exemple, ça dépasse ma propre fiction, quand on voit, par exemple, des Turcs qui vont attaquer des Arméniens dans la rue, faire des petits pogroms comme ça, en France, en 2020. Bon, comment ce sera en 2030 si ça continue comme ça? Donc voilà, le livre, c'est une espèce de ras-le-bol sur cette cette société. C'est comme ça qu'on le lit, Franz. Franz, c'est comme ça qu'on le lit. Mais ce qui est intéressant, c'est ce personnage de femme. Parce qu'au début de votre livre, vous citez Julien Green, vous dites qu'en chacun de nous, il y a au moins 12 personnages différents. Et j'ai l'impression que vous avez voulu laisser la part féminine qui est en vous prendre la plume. Et du coup, c'est réussi parce qu'on a vraiment l'impression que c'est une femme qui écrit. Écoutez, moi, c'est difficile, comme vous savez, quand on écrit un livre, parfois il y a des tâtonnements. Et là, par exemple, typiquement, c'est Antoine Bradsock qui a écrit les 40 ou peut-être les 30 premières pages. Et brusquement, j'ai tout repris à zéro parce que je ne me sentais pas dans la peau de ce... C'est peut-être parce que je suis resté très très jeune. Ça doit être ça. De cet octogénaire. Et en fait, ça m'amusait beaucoup plus, évidemment, dans la peau de cette femme, Diane, et qui a beaucoup de recul sur tout, et très intelligente, très vive. Vous me direz, Bradsock aussi, c'est un type qui est très intelligent. Mais chez elle, il y a une part d'humour que l'autre n'a pas. Que peut-être l'âge, et il a perdu avec l'âge qu'il avait, puisqu'il avait cet humour dans le livre précédent, La Dernière Amour. Ouais. Là, je trouve qu'il avait perdu un peu d'humour. Et vous savez, ces personnages-là, quand vous écrivez, quand vous êtes romancier, ils sont dans votre tête. Et vous n'avez plus envie de les changer. Donc la seule façon pour moi de m'en sortir, ou j'arrêtais le livre, ou je reprenais à zéro avec cette femme qui est plus mon double. Alors sûrement, vous avez raison. J'ai sûrement une femme en moi, parce que quand j'écris des romans, il est très facile pour moi de me mettre dans la peau d'une femme. Mais il y a aussi un homme en moi, bien entendu. Évidemment. Mais disons que c'est plus facile, peut-être, de me mettre dans la peau d'une femme. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compris. Mais peut-être parce que pendant des années, j'étais dans la peau d'un homme, quand j'écrivais mes romans, et que je trouve ça plus drôle, vous voyez, plus... De changer. Je sais pas, oui, c'est comment dire, j'ai fait ça déjà depuis, ça fait une vingtaine d'années. Absolument, mais c'est peut-être aussi, Franz Olivier Gilbert, c'est peut-être aussi parce que vous connaissez bien les femmes et du coup c'est peut-être plus facile pour vous d'en avoir toutes les facettes à travers le livre. Enfin en tout cas c'est aussi comme ça qu'on le lit. Je voudrais qu'on s'arrête un moment donc sur cette période terrible dans laquelle vous nous projetez dans 10 ans et surtout on va s'arrêter peut-être sur la culture qui est vraiment très malmenée. J'ai beaucoup ri en découvrant, Ri jaune aussi, hein. Quand j'ai découvert la commission Bunel, du nom du célèbre présentateur de critique littéraire, mais c'est terrible, mettre les écrivains à l'index, c'est la pire des choses qui puisse arriver à notre société.
Ben, c'est déjà le cas, je suis désolé. Il y a un grand nombre d'écrivains qui sont pas tout à fait à l'index, mais presque. Et puis il y a la volonté de beaucoup de gens qui gravitent autour de la culture de mettre des croix sur des gens qui ne devraient plus être publiés. Voilà. Et ça, on entre dans, on va dans ce type de société, on y va à grands pas. Ce qui me concerne, si vous voulez, c'est que, bon, ça vous avez raison, j'ai écrit le livre, il y avait cette volonté, entre autres, mais c'est très diffus, très confus quand on commence un livre. Mais c'est sûr que ce mouvement a beaucoup progressé. Il a beaucoup progressé parce que il y a l'idée, vous savez, qu'il faut juger la personne moralement avant de. Oui, mais c'est un vieux débat. C'est un vieux débat, Frantz. C'est un débat qu'on avait déjà en parlant de Céline. Il faut peut-être distinguer l'homme et l'œuvre. Oui, mais attendez, il était réglé au cours du XXe siècle. Vous croyez, oui. Moi, j'ai vécu sous le double signe de Céline, enfin pas les livres antisémites qui sont abjects, mais en tout cas de Morat-Chrétien et de Voyage au bout de la nuit, qui sont deux livres sublimes, et puis même aussi La vie de Semmelweis, ce sont des livres magnifiques. Après, les livres antisémites ne m'ont jamais intéressé. On n'arrive pas à faire plus d'une page. De dire plus d'une page, c'est tellement dégueulasse. Et puis d'autre part, d'Aragon, qui est pour moi, le plus grand poète français, grand romancier, etc. Je connaissais par cœur, que j'ai rencontré quand j'étais jeune aussi souvent, et qui est un personnage que j'admirais énormément, mais qui est une crapule stalinienne. Absolument. Couvert de décorations staliniennes, prête à tout pour avoir une décoration, etc. Bon, c'est un écrivain majeur, admirable. Donc voilà, et je pense, je viens de cette époque. Et c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à vivre dans celle-là où, effectivement, on fait des croix sur des gens, on met un index, comme au temps de l'Inquisition. Il ne faut pas se leurrer. C'est comme au temps de l'Inquisition. Donc, ce que vous dites, on va vers ça, non, on y est déjà, mais Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Que devons-nous faire pour éviter cela ? Qu'on nous dise ce que l'on doit lire et qui on doit aimer, comment on doit penser, c'est très, très grave. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, François-Olivier Gisbert ? Ce qu'il faut faire, c'est peut-être, comme ce livre, déjà, ridiculiser. Ridiculiser ceux qui font ça, et qui le font de manière un petit peu... Et d'ailleurs, avec la lâcheté générale de tout le monde, puisque ça ne vous a pas échappé, alors, il paraît que Bunel n'a pas aimé du tout ma satire, François Bunel, mais bon, alors les copains m'ont dit, t'es con, t'aurais pas dû faire ça, il va plus jamais t'inviter. C'est pas grave. Je m'en fous, mais c'est pas grave, je veux dire, la vie passe, la vie continue, voilà. Mais c'est vrai qu'il fait partie de ces gens qui décident, voilà, il y a le bien, il y a le mal, vous voyez ce que je veux dire, on fait des listes. Évidemment, les gens qui sont dans le camp du mal, ils ne seront jamais invités parce qu'ils ont fait des pas de côté. Or, la littérature, c'est faire des pas de côté. Exactement. Regardez, lisez Shakespeare, lisez Molière, ce ne sont que des pas de côté. Et donc, si vous voulez, moi, je viens de cette époque où, effectivement, je préfère de loin Pivot avec les joutes oratoires entre les uns et les autres, les débats où il y avait toujours des gens un peu bizarres. On se disait qu'est-ce qu'ils faisaient là, mais ils avaient écrit des choses, ils avaient des œuvres. Et si vous voulez, moi, je rêve, voilà, qu'on puisse aussi, par exemple, faire venir à la télé, mais ça en prend pas le chemin, les Antonin Artaud d'aujourd'hui, enfin tous ces gens-là, c'est ça. Oui, absolument, mais ça va être compliqué. J'ai l'impression que les choses se compliquent. C'est de plus en plus compliqué. Donc il faut gueuler, donc il faut gueuler. Et je dirais, c'est pas seulement le cas de la littérature, parce que je parle. Le cinéma. On ferait parler aussi des arts. Il faut parler du cinéma. Il faut parler de tout ça. Tout ce qui est un peu underground, un peu à côté. Regardez l'histoire. Enfin, on dit ça en étant en Provence, c'est formidable. Mais regardez l'espèce. Mais c'est incroyable cette histoire. C'est un symbole, de métaphore de tout ce que je dis. Ce qui s'est passé avec le Festival d'Avignon. Ouais. Vous aviez le festival officiel et puis vous avez le festival off. Et aujourd'hui, quand les gens vont au Festival d'Avignon, ils disent Festival d'Avignon, mais en fait, ils vont off. Voilà, le festival off, parce que c'est tout. La création, elle est là, elle est à côté, elle est en dehors des institutions, si vous voulez. Or, moi, c'est vrai que pour moi, la culture, elle n'est pas institutionnelle, elle n'est pas, voilà. Absolument. Et quand elle est institutionnelle, bon, ça donne des trucs pas mal, comme Sully Prudhomme, premier prix Nobel français, enfin qui est un peu une blague aussi. Vous voyez, la componction, voilà, l'écriture un petit peu académique. Bon, la littérature, c'est pas seulement ça. La littérature, c'est de Rabelais à Montaigne, en passant par, je citais Antonin Artaud, mais je pourrais en citer tellement d'autres de ce genre-là. Bien sûr, c'est quelque chose qui est important de le rappeler. À côté, voilà. Et ça a une place importante dans votre livre, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Autre chose que je n'ai pas dite,
Il fait extrêmement chaud dans votre livre. On sait que c'est un sujet qui vous tient beaucoup à cœur, le réchauffement de la planète, ce qu'on mange aussi, l'engagement que l'on a lorsque l'on mange. Après, on parlera de ce qu'il y a à la fin de votre livre. Il fait 45 degrés. Moi, j'ai eu très chaud pendant tout le livre. Hein. Ça donne de chaud. C'est quelque chose qui vous préoccupe vraiment, ça, tout humour mis à part. Le réchauffement de la planète. Tout humour, oui. Alors ça, c'est vrai que le livre sur la canicule, j'ai envie de l'écrire depuis très très longtemps. Donc c'est venu comme ça tout naturellement. Et je l'ai écrit ce livre au cours de... j'ai commencé au cours du printemps de 2019, et puis je l'ai terminé vers, disons, la fin de l'année 2019, et on a encore eu un été très chaud. Les étés sont de plus en plus chauds, vous n'avez pas remarqué. Donc voilà, c'est des choses qu'on ressent tous dans notre chair, avec une forme d'inquiétude, parce que pour l'instant, c'est vrai que c'est très très bien. Je veux dire, on ne va pas dire qu'on s'en plaint, moi, parce que moi, même à 40 degrés, ça va, je transpire un peu, mais franchement, je m'adapte à tous les climats, et j'aime bien les climats froids, mais je veux dire aussi que j'adore les climats chauds. Donc, j'ai pas de souci. Le problème, c'est quand on se projette un peu, et on dit, mais comment ça va être dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans? Je serai pas là pour voir ça, mais mes enfants, mes petits-enfants, mais comment est-ce que ça continue comme ça? Est-ce que ce sera supportable? Alors, je sais pas d'où ça vient, ni comment, enfin bon, il y a toutes sortes de théories qui sont d'ailleurs plus ou moins confirmées, mais de toute façon, c'est sûr que si on peut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Voilà. Et il n'y a pas le choix, il faut le faire. Et ce qui est étonnant, c'est l'espèce d'atonie générale de tous les gouvernants devant cette affaire. Alors évidemment, il y a des belles déclarations, on se réunit, on prend quelques mesures, mais je pense que ça devrait aller plus loin. Puis je pense surtout qu'il devrait y avoir une mobilisation des citoyens. Pas en manifestant, c'est pas comme ça, mais en vivant ça au jour le jour et en regardant, par exemple, le bilan carbone de tout ce qu'on mange. Alors tout ce qu'on mange, parlons-en. Hein. Vous ne mangez plus de viande, vous êtes végétarien, et à la fin de ce livre, vous donnez, oui, depuis très longtemps. Et à la fin de ce livre, d'ailleurs, il y a quelques recettes. Vous cuisinez, Franz-Olivier Gisbert ? Oui, j'aime beaucoup. Oui, c'est mon petit jardin secret. J'ai un fils qui est d'ailleurs qui tient des restaurants à Paris, et c'est vrai que c'est familial, ça. Il y a une espèce de truc, de rituel. Dans la famille, on fait beaucoup la cuisine. Je passe beaucoup de temps en cuisine. J'aime bien faire des plats. Alors, il y a des périodes où j'en fais pas, il y a des périodes où j'en fais, mais voilà, c'est sûr que j'aime la cuisine et j'aime beaucoup les écrivains qui aiment la cuisine. Notamment, je vous conseille, parce que c'est un livre dont on parle pas assez, qui est l'extraordinaire livre d'Alexandre Dumas, qui est un livre extraordinaire, un livre de cuisine, hein, je vous conseille de faire ça dans sa bibliothèque. J'ai beaucoup de livres de cuisine, par exemple les livres d'Ottolenghi. Oui. Puis là, il y a un livre de François-Xavier Baudry là, sur la cuisine italienne. Vous voyez, je viens de l'acheter, il vient de sortir. Marabout. Et vous lisez ça comme un roman. Ah oui, j'adore ça. Et du coup, moi j'ai pris quelques recettes, j'ai pas encore eu le temps de les essayer, mais je vais le faire. Alors, tout à l'heure, en fin de journée, on va recevoir Bernard Werber sur son livre sur les chats, le dernier tome. Et dans ce livre, il y a son amour des chats et il y a l'invasion par les rats. J'ouvre votre livre, Franz-Olivier Gisbert, et je retrouve la même problématique. Votre amour pour les chats, ça me paraît une évidence, il y a quelques passages très jolis. Et puis cette inquiétude face à la prolifération des rats. Ce pourrait être quelque chose de terrible dans les années à venir, selon vous ? Attention, j'aime les chats, mais j'aime aussi énormément les lapins. Si je pouvais, j'aurais des lapins, mais vous savez, le problème des lapins, d'ailleurs, il y en a un qui est très drôle dans le livre, qui est inspiré d'un vrai lapin, d'ailleurs, que je trouvais absolument trop drôle, avec qui j'ai joué pendant une soirée entière. Mais le problème du lapin, c'est qu'il a tendance à ronger tous les fils qui traînent, les fils électriques, et donc c'est un petit peu, c'est un peu gênant, parce qu'on peut le laisser se balader dans l'appartement, parce qu'il est très propre. Mais le problème du lapin, c'est pas du tout, c'est vraiment sa capacité à ronger tout et n'importe quoi, et parfois les fils électriques, ça peut être embêtant. Comme les rats d'ailleurs aussi. Oui, les rats aussi mangent tout. Mais les rats, c'est plus parce qu'ils aiment bien manger le plastique. Mais oui, il y a beaucoup de rats. Il y a beaucoup de rats à Marseille, d'ailleurs. Je vous dis aussi, parce que je crois qu'il faut le dire aux Marseillais pour les rassurer, il y a beaucoup de rats à Paris. Il y en a partout, des rats. Et moi, je pense qu'on peut vivre aussi avec. Je pense que oui, on peut vivre avec, et puis simplement, par exemple, la municipalité, au lieu de mettre de la mort aux rats, pourrait, disons, permettre, avoir des petits élevages de chats dans certains coins de la ville, qui permettraient en grande partie de régler le problème. Vous voyez, parce que bon, voilà, on peut jouer comme ça. Il faut laisser faire la nature. Alors, comme dans une ville où vous n'avez pas de chats, soi-disant pas de chats errants, forcément, évidemment, les rats vont se développer, et pour les tuer, on va prendre de la mort aux rats, et la mort aux rats, c'est quelque chose qu'il ne faut pas utiliser. Mais cet amour des chats, vous pensez que c'est commun à beaucoup d'écrivains ?
Parce qu'il y a beaucoup d'écrivains Oui, qui bien trouvent sûr. qu'il y a Bien quelque sûr, mais parce chose, il y a une relation avec eux quand on écrit. Je suis d'accord, mais moi j'ai été élevé à la ferme avec plein d'animaux et j'ai toujours Bien. un peu une gêne sur le chat parce que vous savez, on a le chat, vous savez pourquoi? C'est plus pratique. C'est D'abord, vrai, il n'y a c'est pas vrai. à le descendre pour aller le faire pisser comme le chien, donc c'est extrêmement pratique. Mais quand vous parlez de l'amour des chats, c'est vrai que j'adore les chats, mais j'adore les chèvres. J'étais élevé, j'avais plein de chèvres quand j'étais gosse, des animaux tellement intelligents, tellement drôles. Les lapins, je venais d'en parler parce que ça peut être très joueur et c'est voilà. Enfin, je veux faire la liste des Vous aimez bœufs, les si animaux, veaux enfin. En fait, défilent dans vous le aimez les jardin, animaux. qui veulent jouer avec vous. Donc voilà, faut pas limiter ça au chat. Ça fait un peu, comment dire, oui, vous savez, l'animal de compagnie, je suis tout à fait pour. De l'écrivain. Mais hélas, je rêverais d'une grande maison à la campagne. J'en ai une d'ailleurs, mais je n'y vis pas. Où pleine d'animaux partout, parce que c'est juste merveilleux. Et ça il fait faut du pas bien. s'arrêter juste au chat, vous voyez. C'est vrai. Parce que je répète toujours, par exemple, le lapin, mais le lapin, enfin, comment dire, la seule solution pour avoir des lapins, c'est vraiment de les enfermer. Parce que, bon. Et on n'a pas envie de ça, donc. L'histoire de fils électriques, voilà, c'est ça. Et j'aime pas enfermer les On n'a animaux. pas Vous envie voyez, de les enfermer. ça fait des années que je veux avoir des perruches à Marseille. Et bon, il y a beaucoup de perruches en liberté. Et je me dis, si j'ai ces deux perruches, qui sont des perruches ondulées, bien entendu, c'est pas la race qui se balade dans Marseille, c'est une autre race. Et je me dis, c'est une autre espèce, mais je me dis, ça me forme le cœur. Il faut les S'il y a enfermer. des autres perruches, pas marseillaises, qui les entourent et qui les provoquent, alors que les deux perruches ondulées, elles seront là comme ça dans leur cage. Non, finalement, chaque On fois, laisse tomber. Alors, on a parlé de Bunel qui peut-être aurait mal pris le personnage que vous lui avez créé, mais je pense que si Edwin Plenel lit votre livre aussi, il va pas être trop content, non? Oui, mais lui, c'est le Il y a plus d'humour. Oui, mais c'est de l'humour. Je traite tout ça par l'humour, d'ailleurs. Moi, je n'en veux pas particulièrement, mais je trouve que c'est le cas du grand Tartuffe national, quoi. C'est amusant parce que c'est l'idole des écoles de journalistes, etc. Mais c'est un personnage absolument dingue. D'ailleurs, il faudrait dire maintenant le millionnaire ou le multimillionnaire Plenel qui a passé son temps à faire des campagnes, à sortir des gens, vous savez, qui faisaient des retraites chapeau, ces grands patrons qui faisaient... Bah, lui, il s'est fait une belle retraite chapeau, hein. Il s'est fait 3 millions, près de 3 millions de retraites chapeau. Et on voit, enfin, comme... Oui, parce que quand il a vendu ses parts à soi-disant ses salariés, il a fait une espèce de vague fondation, etc. Il prétend que c'est pour l'indépendance, etc. Ouais, enfin, mon œil, il a ramassé le fric, voilà, puis il reste là, mais si vous voulez, ça, c'est vraiment typiquement un cas de Tartuffe. Moi, je pense qu'il faut, comment dire, oui, il faut avoir une morale dans la vie. Et en général, j'ai remarqué, la vie m'a appris ça, plus les gens vous font la morale, moins ils sont nets. Moins ils se l'appliquent. Et là, typiquement, on a un cas. Donc c'est drôle. Et moi, je le traite à la farce, évidemment, parce que ça m'a fait rire d'ailleurs. Hein. J'ai beaucoup ri d'ailleurs. Ben oui, voilà, il faut le traiter sur un ton molièresque. Vous voyez, c'est pas. Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Je ne vais pas faire comment dire, un état des lieux de ces nombreuses erreurs ou turpitudes, etc. Même si c'est jamais mauvais de les rappeler, hein, parce que quand il était au Monde, Dominique Baudis, l'affaire Baudis, bon, c'était quand même pas terrible. C'est une vraie tâche. Ça me paraît une évidence. Son départ du monde, c'est-à-dire s'acharner sur quelqu'un qui est innocent et qui va mourir d'ailleurs, qui va mourir d'un cancer généralisé parce qu'il est mort de cette affaire alors qu'il était évidemment innocent. Bon, ça, c'est quand même, moi personnellement, ça me poserait problème. Enfin, apparemment, ça lui pose pas problème parce qu'il va toujours très bien et il continue. Moi, ce que j'aime avec vous, Franz, c'est que vous n'avez peur de rien. Vous dites ce que vous pensez, vous l'assumez et vous allez jusqu'au bout, même si parfois, c'est vrai, il y a des retours de bâton, mais vous l'assumez parfaitement. Ah, les retours de bâton, bien entendu, il y en a, mais ça, c'est pas grave, c'est la vie. Et puis, vous savez, il y a un truc, c'est que les retours de bâton, par exemple, si c'est des retours de bâton de Mediapart, par exemple, mais rien à foutre, demandez à mon entourage, mais rien à foutre, mais rien. Mais c'est vraiment, mais ils peuvent y aller. D'ailleurs, ils y vont régulièrement, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Mais vraiment, c'est pas intéressant, ça m'intéresse pas. Bravo. Mais non, mais si vous voulez, si vous avez peur de tous les nuisibles, vous pouvez même pas exercer votre métier. Moi, c'est vrai que je suis journaliste, mais je suis aussi écrivain, et puis j'ai envie d'écrire jusqu'à aussi longtemps que je le pourrai, en tout cas, tout ce que je pense que j'ai envie d'écrire, et sans passer sous les fouches codines des uns et des autres, de trucs muches, de tartemolles, qui vous disent voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut penser. Surtout, moi, ce que j'aime, ce que j'aime beaucoup, c'est l'échange.
c'est le débat. Et je trouve qu'il y en a de moins en moins. Je me souviens d'une époque, j'avais un grand ami qui était le rédacteur en chef de l'Humanité, par exemple, qui s'appelait Claude Cabane, qui était quelqu'un de merveilleux. Et je me souviens, on déjeunait souvent ensemble, et on s'en mettait plein la gueule, et on s'adorait. On s'adorait, je l'adorais, Claude Cabane. Et on pensait plein de trucs, enfin, on avait des accords sur plein de choses. Par exemple, sur l'Algérie, je me souviens, il y avait à l'époque la grande flambée islamiste en Algérie. On était exactement sur les mêmes positions. D'ailleurs, lui aussi, il disait, oui, on ne voit pas comment on peut faire d'autre que de défendre le gouvernement qui lutte contre ça. Et alors qu'une grande partie des Français, vous savez, toute la classe politique française, pratiquement, à quelques exceptions près, disait, laissons faire. Et voilà, donc on avait des tas de points d'accord. Mais en même temps, on s'en mettait plein la gueule. Et j'aime bien l'idée de débattre, comme on a toujours débattu dans ce pays. De ne pas être d'accord. Évidemment. Maintenant, tout le monde doit penser pareil. Et ça nous vient d'Amérique, d'ailleurs. Ça nous vient d'Amérique, l'américanisation de la société, c'est clair, tout le monde doit penser pareil. Tout le monde pense pareil. Enfin, en tout cas, dans les médias. Après, l'opinion, c'est autre chose, puisqu'on le voit bien. Les médias pensent pareil d'un côté, et puis de l'autre côté, Trump a été élu en 2016. Vous voyez, donc... Il se trompe souvent. Les médias se trompent souvent. Ils n'arrivent pas toujours à sentir l'opinion et ils ne sont pas toujours assez près. Ils vivent en dehors de la société. Je crois que c'est ça le problème. Moi, j'essaie de ne pas vivre en dehors de la société, justement. À Marseille, voilà, j'ai mes petites habitudes. Je vois les uns, je vois les autres, on parle. Et on comprend bien, j'ai toujours fait mon métier comme ça. Je ne suis pas le seul journaliste à l'avoir fait comme ça. Je pense à quelqu'un comme Jean-François Kahn, c'est pareil. Enfin, voilà, rester ouvert aux autres et de pouvoir... Et puis nous, les journalistes, il faut rappeler que le journaliste, il est là pour relater des faits, pas pour donner sa propre opinion aussi. Voilà. C'est ça qui est important. Moi, je suis capable toujours je reconnais, je ne suis pas capable, c'est idiot de parler comme ça, je reconnais toujours mes erreurs, et c'est une règle de base qu'il faut avoir tout le temps. Et on en commet des erreurs, et on se trompe souvent, et je me suis souvent trompé, et je le dis et je le redis. Ce qui n'est pas forcément le cas de Plenel, par exemple, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois très bien. Je vois très très bien. Je voudrais qu'on parle un petit peu de l'écrivain parce qu'à un moment, Bradsack dit qu'il commence toujours ses livres en écrivant la dernière phrase. C'est aussi une technique que vous avez adoptée de commencer par la dernière phrase, c'est-à-dire où vous voulez en arriver. Pas vraiment. Non, pas vraiment, parce que moi j'écris mon livre un peu la façon de Julien Green qui m'a appris mon métier d'écrivain en fait il y a très très longtemps. Et Julien Green il disait toujours c'est le personnage qui doit être vivant. On part d'un personnage vivant. Il est dans votre tête, il va grandir, il va pousser pendant 2-3 mois. Et puis un jour, allez, on se met à la table de travail, il est dans votre tête, c'est lui qui va dicter le livre. Et je travaille un peu comme ça. Donc je sais pas, quand j'ai commencé le livre, je sais pas comment il finissait. Mais juste, c'est très important, c'est d'avoir les personnages avec toutes leurs caractéristiques, les sentir, puis presque les voir. D'ailleurs, moi, mes personnages sont tellement vivants qu'il y a des années, mais j'étais un apprenti romancier à l'époque, c'était un de mes premiers romans qui s'appelle L'Affreux. Et je me souviens quand je l'ai rendu aux éditions Grasset, le patron des éditions Grasset à l'époque, était un grand bonhomme, un grand éditeur, Jean-Claude Fasquelle, m'avait dit bon, il y a un truc, ça va, il y a un truc que j'aime pas dans ton livre, il faut que tu changes le prénom du mec. L'affreux, c'était une sorte d'affreux Jojo. L'affreux. Il faudrait que tu changes son prénom, parce que ça colle pas. C'est Aristide, je sens pas du tout. Et j'ai répondu, et je me souviens toujours de cette réplique, je me souviens, c'était dans un café juste en face des éditions Grasset, le café du Flore, et je lui ai dit, mais attends, je peux pas changer, il s'appelle comme ça. Ouais, et je crois que oui, mais ça il avait corps, il avait un corps, c'était pas une invention. Il s'appelle comme ça, vous voyez, donc je peux pas changer. C'était très con comme réponse. Et j'ai dit ça sans réfléchir, mais c'est très sincère en même temps. C'est-à-dire mes personnages sont vivants en moi et de temps en temps, on est toujours un peu triste de les quitter quand on a fini le livre. Et puis par exemple Rose, la cuisinière d'Himmler, le personnage central, la cuisinière d'Himmler. Ça m'arrive souvent de penser à elle. Vous voyez, en fait, il reste là, il se rappelle de temps en temps à votre bon souvenir, il reste là. Oui, un souvenir, quelque chose. Vous voyez, dans une rue de Marseille, par exemple, rue de Glandevès, là où était d'ailleurs le restaurant de Rose, une autre Rose, mais qui apparaît dans le roman, ça s'appelait chez Vincent. Ça s'appelait aussi chez Rose. C'est une institution. Et je pense à ma Rose de la cuisinière d'Himmler, parce qu'elle se connaissait, enfin dans le roman, bien entendu. Et ça m'arrive souvent, ça. Donc, vous voyez, il y a une dimension, je crois que... Et c'est pour ça que
C'est absolument extraordinaire d'écrire des romans. Moi, je vois pas ça du tout comme à la façon de certains qui vous disent qu'on est un petit demi-urge, voyez, qu'on construit des choses, qu'on réinvente un monde, etc. C'est beaucoup plus primaire et plus bête que ça. C'est-à-dire, je pense qu'on vit dans des personnages, on devient ces personnages, ou les uns ou les autres d'ailleurs, et à la fin, quand c'est à peu près réussi, ça donne des personnages qui sont vivants, qui restent vivants. Je vous donne un exemple tout simple. Crime et Châtiment, qui est certainement le plus beau roman de l'histoire de la littérature, enfin, le plus extraordinaire. C'est un roman qui n'est pas bien écrit. Tous les Russes vous le disent. Vous voyez, nous, on est là, 50e traduction, on essaye de refaire ça. Mais non, c'est pas bien écrit. Et en fait, finalement, moi, j'ai une grosse discussion comme ça, mais c'était la fin du communisme, je me souviens. Et c'était des grands universitaires russes. Et ils se foutaient de ma gueule au départ. Enfin, ça a commencé comme ça, parce que je disais, ouais, il y a un problème de traduction en France. Il n'y a pas de problème de traduction. Ils m'avaient tous dit, tous, ça. Mais non, mais c'est mal écrit, il faut le dire, c'est mal écrit. Et alors, pourquoi ? Parce que tous les personnages sont vivants. Mais c'est juste dingue. C'est pour ça que Crime et Châtiment est un livre si grand. C'est que Raskolnikov, il est vivant. Porfiry, ils sont inoubliables. Ils sont inoubliables. Absolument. Voilà, absolument. Et si vous voulez, même on peut dire, l'histoire, ça pourrait être, ou je sais pas, on peut des petits détails, oui, l'histoire, et puis aussi la narration, la façon d'écrire, tout ça. On peut contester tout ça. N'empêche qu'il vous écrase complètement avec le côté vivant des personnages qui en font un livre absolument superbe. On peut lire 3, 4, 5 fois. D'ailleurs, un petit conseil à ceux qui veulent écrire des romans. Ça m'est arrivé une année, parce que j'ai lu 4-5 fois dans ma vie, peut-être un peu plus, et j'avais décidé de lire Crime et Châtiment en faisant je ne sais plus quel roman, mais il y a longtemps. Et ben, j'ai eu une panne. J'ai une panne qui a duré un mois, j'arrivais plus à écrire parce que je me disais, je pourrais jamais faire ça, c'est tellement extraordinaire. On se sent petit à côté, bien sûr, c'est un livre magnifique. Et d'ailleurs, moi, j'ai trouvé le personnage de Diane extrêmement attachant. En fin de compte, Dernier été, c'est un roman d'amour. Bah oui, bien sûr. Alors elle aime une sorte de personnage un peu évanescent, qui est un personnage un peu finissant, un peu alcoolique, assez lâche, mais un petit peu courageux quand même. De temps en temps, il y a des petits accès et tout. Mais vous voyez, bon. Alors on va me dire, c'est la haine de moi qui apparaît dans ce livre, parce que je pense que je suis pas quand même aussi épouvantable que ce personnage. Elle l'aime parce qu'il a des petites qualités, mais c'est vrai que c'est une amoureuse déçue, et elle aime la vie, et c'est pour ça que j'aime ce personnage, parce qu'elle aime la vie, elle la dévore, et puis tout ça n'est pas grave, elle se marre, elle rigole, et puis bon, à peine est-il mort qu'elle a déjà une petite aventure comme ça, discrète, comme ça entre deux portes avec quelqu'un. Voilà, elle est dans la vie, et c'est ça, la vie continue, mais elle a vécu cet instant avec lui, et pour ce que ça a été, même si ce n'est qu'un temps, c'est magnifique quand même, c'est à vivre. Oui. Avec lui et ses animaux, très important aussi les animaux chez ce Antoine Bradsock, parce qu'il a une petite espèce de petit jardin de ville. Comme il y en a plein à Marseille, un petit jardin petit, et là il y a tous ces animaux évidemment, mais qui vivent ensemble, parce que vous pouvez mettre ensemble des chiens, des lapins, des chats, enfin s'ils ont l'habitude de vivre ensemble, ils vont pas se bouffer, et puis quelques petits hérissons. J'aime beaucoup les hérissons. Ils sont en train de disparaître, il faut les défendre. En tout cas, c'est un très bon moment quand on lit votre livre Dernier été, paru aux éditions Gallimard, avec le dessin, l'image, la photo, c'est le cercle des nageurs. Oui, et c'est important, c'est que tout ça, vous voyez, il faut en rire. Parce qu'on voit bien que je vous parlais de l'espèce d'américanisation de la société avec le politiquement correct, c'est là une espèce de bien-pensance. Et c'est quoi ? Le gros problème, c'est l'esprit de sérieux. Or, c'est très contraire à l'esprit français. L'esprit français, il est symbolisé par Rabelais. Et Rabelais, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui se moque de tout. Bien sûr. Et bon, par Molière, qui est l'un des plus grands écrivains de l'histoire de la littérature, qu'est-ce qu'il fait Molière ? Il se moque de tout. Et on voit bien que l'esprit de sérieux est en train de tuer ça peu à peu. Et je pense que une des leçons du livre, quand même, c'est que, mieux vaut en rire, et rions-en. Et rions-en de bon cœur, surtout. Voilà. Absolument, on va en rire grâce à vous. Merci beaucoup, Franz-Olivier Gisbert. À très vite, je l'espère. Et je rappelle bien sûr à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent que les livres peuvent être achetés sur le site Festival du Livre de Marseille. Les dédicats sont à demander également. Et vous pourrez récupérer vos livres à partir du 21 décembre à la librairie Prado Paradis. À bientôt, Franz. Et nous, on se retrouve tout à l'heure.